Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle chaîne YouTube qui s'intitule Fallait pas le dire. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir comme invité Hakim Benafsia. Je dis très bien ou pas? C'est ça. Parfait. Alors, nous sommes dans le 11e arrondissement, dans un restaurant mauricien qui se situe au 202 boulevard Voltaire. Aujourd'hui, nous allons déguster l'entrée qui nous a été servie par Madame Acha. Alors, Hakim, je te fais la présentation du plat. Alors, nous avons une assiette créole. Il y a des calamars, comme tu vois, ouais, le truc est là. Okay. Il y a des bonbons piments qui est aussi mauricien et rayonnais. C'est quoi? C'est le truc marron que tu vois là. Ça, là, voilà. d'accord. Et le truc en long truc marron, je sais pas c'est quoi. De quoi? Le long truc. Tu l'as ou pas? Non. Là, un long truc marron, c'est ça? Il y a que moi qui l'a. Ouais, c'est pas ça là, non? Ah, si, on dirait que c'est ça. Ouais, on dirait que c'est ça, ouais. bref. Et après, tu as des samoussas. Ça, c'est ça. Je pense aux légumes, il y a légumes ou au poulet. Ok. Et après, tu as des bouchons. C'est ça là. Voilà, c'est des petits. On dirait des raviolis vapeur. Exactement, mais à la mauricienne. Ok. Après, tu as une petite salade qui s'appelle achar légumes. Ouais. C'est fait avec du massalé, des trucs comme ça. Je te laisse goûter ça et voilà. Vas-y. Il y a du piment. Il y a... Attends, moi je vais aller voir pas. Franchement, elle arrache. Hein. Elle arrache. Attends. Alors, j'aimerais bien que, avant qu'on commence l'émission réellement, les questions avec tout ça, que tu nous parles un peu une anecdote sur toi, que voilà, en théâtre, en cinéma, même partout, hein, dans ta vie elle-même. À toi, quand tu veux. J'en avais une que je t'ai dit juste avant. Ah, exactement. Mais comme il y a ma fille juste à côté. Bah, tu vas nous le dire. Alors attends. Là, voilà, bouge-toi les oreilles. Ah bien. Ok. Donc je jouais au théâtre. Ok. Et le rôle c'était une sorte de prostituée mec, tu vois. Et donc la scène, c'est que je ramenais un mec dans la scène chez moi, tu vois, pour le faire. Ok. Et donc, à la fin de la scène, donc il y a un texte, etc. Je mets le mec sur le canapé. Ouais. Je lui enlève son pantalon. Et là, noir. Donc ça, la scène suivante. Donc on répète comme ça, etc. Le jour de la représentation. Donc la scène se passe, etc. Donc je mets le mec sur le canapé, comme en répétition. Je lui enlève le pantalon. Et là, pas de noir. Ok. Donc je regarde mon partenaire, et tu sais, j'attends, tu vois. Ouais. Je temporise. Donc j'essaye de faire le truc. Donc bon, je commence à lui enlever sa chemise, machin, mes traits pour temporiser, je le regarde, machin. Ok. Hop, en attendant le noir, tu vois. Bon, toujours pas de noir. Donc je le regarde, et je commence à lui prendre un caleçon. Ouais. J'enlève son caleçon. Et j'avais le truc en gros plan. Je sens sur la moi, fin. tu vois. Et je commence à suer à grosses gouttes. Je t'assure, j'avais chaud, lui pareil, tu vois. Et le noir est arrivé. Finalement, bref, on est parti sur scène et à la fin du spectacle, je monte voir le régisseur. Ouais. Et je vois 8 ou 9 canettes de bière sur sa table de régie. Voilà. Mais lui, il faisait quoi? Quoi, il faisait quoi? C'est-à-dire, quand t'es parti, t'as vu les bières. Lui, il était où? T'as vu que les bières ou il était là. Après, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a répondu quoi? Écoute, voilà, excuse-moi, j'ai raté mon truc, machin. J'ai dit, ouais, mais quand même. Il était à poil sur ça? Quoi? Il était à poil. Ouais. Bon, bah, merci Hakim pour cette anecdote. Bah, écoute, du coup, on va enchaîner avec les questions. Alors, pour débuter, j'aimerais savoir ton nom, prénom, âge et profession des parents. On s'arrache pas ta sauce là. Donc je m'appelle Hakim Benafsia, j'ai 46 ans, mon père était magasinier au Galeries Lafayette et ma mère était assistante maternelle. Ils sont morts tous les deux, voilà, ma mère il n'y a pas longtemps. Ah, je suis désolé. Bon écoute, c'est la vie. Voilà. D'accord. Et t'es né en France, Ouais, je suis né en France, tes Paris, parents 9e, hôpital Lariboisière. Ok. Si vous avez envie de passer... Bien. Ah ouais, il nous donne l'adresse. Bon, je t'ai oublié de parler de la bière. Ouais.
C'est une bière mauricienne qui a été distillée à l'île Maurice. C'est une bière mauricienne qui a été distillée à l'île Maurice. Je te conseille. Tous les étrangers te disent, dès qu'ils viennent à l'île Maurice, c'est la meilleure bière au monde. Pas mal, hein. T'en penses quoi? Il y en a qui te disent c'est de la Heineken. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'elle est meilleure que la Heineken. Non. Bah ouais, c'est bon, hein. Excellent. C'est bon. C'est plus d'adjectifs que ça, là. C'est bon. Vas-y. Attends. Ouais, ça a le goût d'une bière artisanale, tu vois. Voilà, ouais, c'est exactement ça. L'usine est à l'île Maurice, tout est fait chez nous, quoi. Ouais. Elle est bonne. Ouais, franchement. Alors, j'aimerais bien savoir, vu que tu m'as dit que tes parents sont venus en France en 40, tu m'avais dit, c'est ça? Non, ils sont nés, mon père est né en 42, ma mère en 48. Ils sont arrivés fin des années 60. Fin des années 60, début 70, je sais pas exactement. Et ils étaient où avant? Quoi? Ils étaient où, dans quel pays avant? En Tunisie. En Tunisie. Mon père était de Djerba, l'île Tunis, et ma mère Tunis, à Bizerte. Okay. Une ville à 1 heure de Tunis. Ok. Et ils sont arrivés en France pour faire quoi? Pour le travail ou pour faire quelque chose? Tu vois, mon père était très pauvre là où il habitait, donc il fallait qu'il se barre. Donc il a été à Tunis parce qu'il avait un diplôme de comptable. Il a été à Tunis bosser. Et puis à mon avis, enfin tu vois, comme je parlais pas trop avec mes parents, je connais pas trop leur vie. D'accord. Mais d'après ce que je sais, il est parti de Tunis pour aller en France pour avoir une vie meilleure. Enfin comme tous les immigrés. Voilà. Et en arrivant en France, ça allait ou? Il travaillait dans un resto. Ouais. Et bon, enfin c'est pas comme maintenant, tu vois. Avant tu pouvais vivre plus facilement le franc. Non. Il m'enchaîne sur la politique. On en reparlera après, mais bref. Enfin c'était plus simple, tu vois. D'accord. C'était beaucoup plus simple. Rien ne coûtait cher. Enfin c'était pas comme maintenant, tu vois. Et il a travaillé dans un resto. Bon, ils habitaient dans une. Il était concierge, ou c'est ma mère qui était concierge, enfin je sais plus trop. Ouais. Bref, mais on habitait dans ils étaient concierges dans le 9e, rue Condorcet. Ok. C'était quel numéro? 17 ou 14, je sais plus. Si vous voulez passer, allez-y. Voilà. Après il a fait venir ma mère. Ok. Voilà. On habitait là-bas. Et du coup, tu m'avais parlé un peu avant qu'on commence l'interview que quand vous êtes arrivé, vous vivez dans une chambre de bonne. Alors, je vais goûter ça d'abord. Vas-y. Ah, t'es strict toi. Moi, je couteau fourchette, toi, t'y vas à la main. Ça va. Il y a de la menthe? Non? Ah, c'est bon, hein. Hyper parfumé. C'est hyper bon ce truc-là. Je sens tout. Ouais, donc on habitait à 5, donc mes 2 parents, plus mes 2 autres frères. C'était 12 mètres carrés, 15 mètres carrés maximum, tu vois, dans la conciergerie. Je sais même pas si on dit ça comme ça, mais bref. Et on habitait là. Et donc, il y avait un petit salon séparé d'une sorte de petite cuisine où il n'y avait pas de douche, tu vois. Ouais. Alors on se lavait au lavabo. Au lavabo. Et on a eu la douche après, on l'a construite, après à côté. Et la cuisine était dehors dans la cour. C'est-à-dire que tu devais traverser la cour avec les bagnoles et un garage. Déjà descendre, parce que tu m'avais dit que c'était au 6e. Alors ça c'est quand on dormait. Ah ok. Quand on dormait là-haut avec mes parents, pareil dans une chambre de bonne, tu vois. Et je me suis demandé un jour pourquoi on dormait plus qu'à 3 là-haut. Ouais. Mes parents dormaient en bas. Mais non. Ouais, à un moment donné, ils ont changé. Je me suis toujours demandé pourquoi. Et en fait, mon frère est arrivé après. Du coup, ils ont conçu ton frère en bas. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Je me suis dit, mais pourquoi et j'ai fait le rapprochement. Ok, t'as calculé la date de... Mais non, mais je me suis dit, ils sont descendus. Mon frère est né. Donc c'est pour ça. Donc voilà, et on mangeait sur l'escalier, quoi. Ouais. 3-4 marches, on mangeait là, tu vois, chacun notre tour avec mes frères, on rentrait de l'école. Ouais. Et donc on descendait le soir aux toilettes, dehors dans la cour. Ouais,
des galères quoi. Et tu m'avais dit, t'as 3 frères, c'est ça? Non, vous êtes à 4 en tout, t'as 3 On est frères. 4, j'ai 3 frères. Ouais. Ouais. Et ils font tous dans le domaine de l'artistique Non, ou... j'ai un frère avocat. Ouais. Quoi? Où ça? En Angleterre. En Angleterre, du coup, il y en a un qui a, qui a réussi sa vie. Ouais, si on veut. Ouais. Bon, on s'est un peu réconciliés, je dis pas qu'on était fâchés, tu vois, mais Ouais. on s'est réconciliés, on va dire. Tu vois. Et les 2 autres? Donc, j'ai un autre frère, lui il travaille à la RATP, Ouais. c'est-à-dire que, alors je sais pas trop ce qu'il fait, il est dans une bagnole, il suit des bus. Ça existe ça? Ouais, je sais pas exactement ce qu'il fait, il fait du... Je sais pas comment on appelle ça, du contrôle qualité des bus, un truc Ok. comme ça. Bon voilà. Mais à côté, il a un projet de dingue, et c'est du sérieux ça. Alors je peux pas en parler, Ok. mais c'est ouf. Donc tu as dit que tu avais fait une formation de théâtre En Angleterre. en Angleterre. Alors, Et j'aimerais bien savoir j'ai pas qu'est-ce fait qui de t'a... formation en Angleterre. J'ai pris des cours en Angleterre de théâtre. Ok. Et j'ai été engagé dans une compagnie, l'Impulse Company de Mike Bernardin. Je crois qu'elle existe encore. Et j'ai pas fait de formation dans une école de théâtre à Londres. J'ai pris des cours de théâtre à Londres. Voilà. D'accord. Et quand tu es parti à Londres, pourquoi? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit... Quand je suis parti, Ouais, est-ce que tu as envie de... Pourquoi Londres déjà pour aller... c'est le plus près. Ouais. C'est le pays anglo-saxon le plus près. Et tu voulais un pays anglo-saxon? Ouais, parce que tu vois, quand j'ai commencé le théâtre, moi ce qui me faisait déjà, c'est Bruce Lee et Eddie Murphy qui m'ont donné envie de jouer. Tu vois. Et après, j'ai commencé à me cultiver, à regarder des films, Robert De Niro, Marlon Brando, James Dean, etc., qui sont tous issus de la méthode de l'acteur studio. Ok. Tu vois. Et je voulais un peu connaître ça, parce qu'en France, j'avais un peu étudié ça. Et c'est ce qui me correspondait. Donc je voulais un peu voir chez les anglo-saxons comment ça se passait, tu vois, vraiment cette méthode-là de jeu, tu vois. Parce que regarde, quand j'ai commencé à prendre des cours de théâtre, c'était au Studio 34 rue Richet, Ok. qui le cours n'existe plus. Ok. Et donc je travaillais au Galeries Lafayette à l'époque, et je payais mes cours du soir. Ok. Et tous les mois, il y avait quelqu'un qui partait. Tu vois. Et je me suis retrouvé en avril, tout seul, dans le cours. D'accord. Tout seul. Et donc la secrétaire a dit, bon bah on va fermer le cours parce que c'est pas rentable, etc. Et les 2 professeurs qui étaient là à l'époque, Jacques Garcy et Estelle Garnier, tiens, Jacques Garcy est mort, j'ai appris ça il y a 3 ans ou 4 ans. Ouais, un super mec. Et c'est eux qui se sont battus pour garder le cours pour moi. T'es le seul élève? Tout seul. Tout seul? Ouais. Et donc ils ont gardé le cours, j'étais tout seul, et je devais faire une présentation de fin d'année. Donc, comme j'étais tout seul, ils m'ont dit tu vas passer avec les 2e années, parce qu'on va pas convoquer juste pour une personne une fois, donc tu vas passer avec les 2e années. Okay. Ils m'ont donné un texte à travailler, et donc ils me filent 3 textes, et le seul que je regarde, c'est La nuit juste avant les forêts. Le titre était magnifique. Tu vois, j'étais inculte. Je connaissais rien à rien au théâtre. Je vais venir dessus parce que j'ai vu une vidéo de Ah ouais, je vais jouer après. Mon zizi étranger, je l'avais bien caché, bien planqué, la main sur la braguette et je me retenais d'avoir envie de pisser et risquer de me trahir comme cela par distraction en lui donnant à boire. Donc je prends ce livre, je rentre chez moi, je lis 3 phrases, je le ferme et je le ramène. Je dis écoutez, donnez-moi autre chose, moi je ne comprends rien à ce truc-là. Et ils me disent non, fais ça. Je vais le faire. C'est pour toi, fais-le. Je dis ok, donc je travaille, j'apprends mon texte, etc. Et j'avais aucune méthode de travail. Tu vois, on m'a dit d'apprendre mon texte, j'apprenais mon texte. Ensuite j'allais sur scène pendant les cours et on me dirigeait. On me disait, il faut dire le texte comme ça, il faut faire ça à ce moment-là, etc. Donc je comprends un peu le truc, mais pour moi c'est flou, tout est flou. Donc arrive la présentation en 2e année, je présente 40 minutes je crois du texte, il me semble, peut-être un peu moins, je ne me rappelle plus. Et tout le monde applaudit, tu vois, ok.
Et normalement, je devrais être heureux, tu vois. Ouais. Et franchement, j'étais énervé. J'étais énervé, j'avais un sentiment qui me correspondait pas. Je me suis dit, mais ok, je fais quoi après? Je fais quoi? Si tu dois bosser un texte tout seul, tu fais comment? Si j'ai personne pour me diriger? Donc je quitte l'école et je vais à la bibliothèque à Beaubourg. Je passe 3 mois, je te promets, presque tous les jours, un par un. Je prends les bouquins de la section théâtre, hop, et je lis, un par un comme ça. Je finis, je le remets, je reprends un autre. Hein, je romance un petit peu, mais l'image est belle. Ouais. Ok. Et je me dis, ah ouais, d'accord, pourquoi on t'apprend pas ça? Pourquoi on t'apprend pas l'articulation? Il y a un bouquin qui s'appelle Le Gras Volet. Le Gras Volet. Le Gras Volet, Ok. c'est un bouquin qui te donne une méthode d'articulation, d'émission sonore. Pourquoi on nous le dit pas ça? Pourquoi on ne nous le fait pas faire? Ok. Après, tu lis Jean Vilar, tu lis Stanislavski, tu lis Gordon Gregg, tu lis David David Mamet, ça c'est venu plus tard, Le Maître, tu lis Bertolt Brecht. Tu vois, tout ça, il devrait nous en parler, il devrait nous dire non, tu peux pas jouer maintenant, ton corps est pas assez entraîné. Ouais. Tu peux pas porter un texte, tu sais pas articuler, ton imagination est pas vive encore, il y a la motricité du corps est pas encore là. Tout ça on dit pas. On te met sur scène, fais ça comme ci, fais ça comme ça, et toi Tu te diriges quoi. Et après tu fais comment? Parce qu'après comment tu bosses tout seul? Tu peux pas. Et donc voilà, pendant 3 mois j'ai lu, et après je suis parti chez Blanche Salan. Ouais. C'est le cours de théâtre que j'ai fait pendant 3 ans. D'ailleurs Vincent Cassel est passé D'accord. là-bas, tu vois. D'accord. Et je me suis entraîné parce qu'il n'y avait pas d'échéance, il n'y avait pas de spectacle à faire. Ok. Et tu bossais ce que tu voulais, etc. Voilà. Et donc Blanche Salan existe encore. Hein. C'est encore le masque d'or du guide du comédien, je crois, il me semble. Ok. Voilà. C'est une école où tu viens t'entraîner quoi, en tant qu'acteur, tu viens apprendre ton métier. Tu comprends ce que tu fais. Tu vois. Ça c'était top. Et du coup, après tout ça, tu as décidé de... Après, je me suis dit, tiens, d'où ça vient cette méthode de l'acteur studio? Après, tu vois, Marlon Brando et De Niro, ils n'ont jamais été à l'acteur studio. Ils ont été une fois ou deux en auditeur libre, point. Ok. Ils ont été formés par Stella Adler. Parce que, petit cours d'histoire théâtrale, donc quand Stanislavski il a inventé sa méthode en Russie, il est venu la présenter à New York. Ouais. Tu vois, il a pris 2 élèves avec lui. Ok. Je me rappelle, Oushpenskaya et l'autre, Boleslavski, un truc comme ça, il faudra vérifier, mais il me semble que c'est eux. Pour présenter son travail, avec tous les grands érudits du théâtre de l'époque aux États-Unis. Donc il y avait Stella Adler, Strasberg, Klurman, tout cela. Ils ont regardé. Ensuite Stanislavski il est reparti en Russie et il a laissé ses 2 étudiants, tu vois, qui ont créé le laboratoire de l'acteur à New York. Ok. Et tous ceux qui ont fait l'acteur studio sont passés par là, entre guillemets. Mais chacun a compris un peu la méthode qu'il voulait et ça s'est un peu fighté. Ouais, toi t'as pas compris, cette méthode de cette fille, moi je comprends mieux, toi tu sais pas, etc. Et chacun a fait une école, entre guillemets. Tu vois, Sanford Meisner a fait son école, Stella Adler a fait son école, Strasberg a fait l'acteur studio, Berghoff, pareil, il a fait autre chose. Bref, chacun a fait son truc. En comprenant à peu près ce qu'il avait compris de Stanislavski. Ouais. Tu vois, et quand il est revenu en Russie, il a travaillé sur sa deuxième théorie qu'il avait laissée un peu sur les actions. Voilà. Sur les actions qui était la deuxième partie de son travail. Ok. Et on a retenu que la première partie, c'est-à-dire la mémoire affective. Ok. Ce que Strasberg a fait à l'acteur studio. Et pour toi, quand tu étais en Angleterre, la méthode pédagogique que tu as reçue là-bas, dans tes cours de théâtre, et celui que tu as remarqué en France quand tu as suivi des cours de théâtre, c'est quoi la différence? Est-ce que tu préfères, comme tu m'as dit, tu préfères la méthode anglo-saxonne Ouais. Pour toi, c'est quoi Parce que tu peux te tromper en Angleterre. Ah, en France, non. En France, tu peux pas te planter. Te tromper dans quel sens? C'est-à-dire que en France, on te donne un texte, tu dois faire une performance directe. Ok.
Enfin, c'est pas dit, tu vois, c'est pas dit, il faut que tu fasses une performance. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel les acteurs sont quand ils rentrent dans une école de théâtre. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur, soit qu'on les vire, soit qu'on leur dise que c'est des nazes, etc., qu'ils sont obligés de performer. C'est-à-dire qu'ils se trompent plus. Il faut qu'ils performent. Bon, tout le monde applaudit, génial, etc. Mais au final, l'acteur qui est là, il sait même pas ce qu'il fait. Ceux qui regardent, ils se disent, bon, c'est pas génial, mais il faut applaudir quand même. Tu vois, et le prof dit, oh, magnifique, etc. Voilà. Donc t'apprends rien. Tu n'apprends qu'en plantant. Si tu sais faire le truc, t'as pas besoin d'apprendre. Tu vois le truc. La méthode anglo-saxonne, et c'est pas uniquement anglo-saxon, parce que je crois pas, hein, de réduire à ça, je pense pas, parce que c'est anglo-saxon. Mais c'est, voilà, tu es en train d'apprendre un métier, tu as le droit de te tromper. Mais moi j'ai vu que se tromper, c'était synonyme d'échec. Comme personne veut être en échec, bah, on ne se trompe pas, donc on n'apprend pas. C'est tout. Pour toi, tu pars du principe que pour réussir dans n'importe quel domaine, ça passe déjà par l'échec. C'est de C'est une l'apprentissage. évidence. Voilà. C'est du bon sens. Voilà. Moi, si je veux être menuisier ou travailler le bois, hein, je peux pas arriver et faire une commode Louis XIV ou Louis XV tout de suite. Je sais pas comment faire. Là au théâtre, si. Il faut déjà. Tu sais travailler Molière alors que tu n'as jamais fait de théâtre. Normalement, en fait, dans l'inconscient collectif, tu te dis si c'est bon, ça va le faire. Et on grandit comme ça, on se dit bah, c'est bon le théâtre, tout le monde sait faire du théâtre, tout le monde peut prendre un texte, tout le monde peut apprendre un truc, tout le monde peut faire diriger, etc. Et ça le fait. Parce que le public, lui, il applaudit de toute façon. Ouais. Tu comprends? Mais moi, je chante comme une casserole. Si je vais faire un concert et que je fais des fausses notes, tout le monde va l'entendre. On est d'accord? Mais un acteur, il fait une fausse note, il s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tu vois, c'est ça la différence. Et pourquoi, pour toi, c'est quoi bien jouer? Parce que pour toi, quand j'étais à l'école avec lui, tu m'avais dit que ça n'existe pas un acteur qui joue bien. Il faut jouer juste. Pour toi, c'est quoi la différence entre jouer bien, comme tu viens de le dire, et jouer juste? C'est ce que disait Chaplin quand il a commencé à faire du théâtre dans sa roulotte avec son frère. Si le public aime pas ce que tu fais, il te donne pas de pièces. S'il te donne pas de pièces, tu manges pas. C'est-à-dire que maintenant, si, quand même un peu là. Ça va quand même. c'est raisonnable. Je te dis, bonne chance. Qu'est-ce que je disais donc Tu me parles de Chaplin, si le public te donne Ouais. pas de pièces. Maintenant, de toute façon, je parle du théâtre public en France, que tu fasses de la merde ou des pièces extraordinaires, parce qu'il y a de tout, même à la Comédie Française, tu seras payé. Ouais. Tu vois. Et t'as plus de raison pour faire du bon boulot, parce que tu es payé quand même. Après, Plus de nécessité. t'as plus de nécessité, exactement. Tu vas manger de toute manière. Donc, soit tu as une passion et que même si tu as l'assurance de manger, tu vas faire du bon boulot, mais il se peut aussi que, bon c'est bon, je m'en fous quoi. Je suis payé quand même, j'ai pas besoin de faire d'efforts, je préfère aller faire du surf ou quoi que ce soit, tu vois. Tu dis du surf à cause de moi? Ouais, c'est vrai. Et t'as besoin, et on a tous l'image de l'embourgeoisement des artistes qui font plus que des merdes à la fin de leur carrière, on connaît ça, tu vois, ça existe. Alors je dis pas que c'est tout le monde, mais ça existe. Et c'est un peu ce phénomène, tu vois. Alors je dis pas non plus qu'il faut être pauvre pour faire les meilleures choses, ça c'est pas vrai non plus. Mais c'est une base. C'est une base. Je me rappelle, je suis venu te voir sur scène une fois. Ouais. Je ne vais pas te dire dans quelle pièce. Si, dis. Dis. C'était un truc où tu devais représenter, c'est-à-dire c'était la fin de l'année. Ouais. C'était un spectacle
de profs. Ouais, Il ouais. y avait tous les profs et Ouais, tout. ouais. Où ça se Je le voyait. médecin. Exactement. Ouais, tu vois. Ça se voyait que tu te faisais chier, même ouais. au niveau de ta voix. Tu rentrais sur scène, t'avais pas envie d'être là. Ah non, bah ça arrive. Hein, voilà. Et c'est pour ça que quand tu me dis ça, je me dis ok, ça. Quand t'as pas envie de faire le boulot, mais bon voilà, t'as ton cachet. Mais c'est quand même au niveau du public. Comment le public va le ressentir. Par exemple, moi j'ai le ressenti et t'as pas l'impression de. Le public il paye ses places. Il vient te voir et tu te donnes pas à fond. Ouais, bah ça arrive. Les excuses. Voilà, tout ce que je peux dire. C'est tout. Pour Ah ouais. toi, ça. Ok, on n'est pas des machines quand même, Non. c'est ce que tu veux dire. Non, on n'est pas des machines. Vu quand ça se passe comme ça s'est passé, c'est compliqué. Ok, je Non. vois. Ok. Et par exemple, quand tu regardes un film, on va dire américain, et que tu regardes un film français, même si aujourd'hui les films français, je trouve, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, ça commence à progresser un peu. Ok, tu n'es pas d'accord avec moi, parce que je vois qu'il y a la jeune un peu qui commence à monter, surtout côté de l'humour. Moi, je te parle de ma. Allez, je sens que tu as envie de parler, parle. Pas du tout. Le capitalisme est rentré partout. Ok. C'est ça qui détruit tout. Point. Ok. Ok. Et tu parles de tout en France ou Partout dans le monde. dans le monde? Partout. J'aimerais bien parler de ta méthode pédagogique, parce que tu es quand même formateur de théâtre. Quand tu me parles de la façon que toi tu vois le théâtre, même le cinéma, et en méthode pédagogique, tu les enseignes comment? C'est-à-dire, quand tu as un acteur, par exemple, moi je me rappelle, quand je suis arrivé en France en 2016, je suis rentré dans l'école et je t'avais comme prof attitré, c'est-à-dire que tu étais mon prof interprétation et tout. J'avais jamais fait de théâtre, j'avais juste joué une fois un rôle, j'étais petit, j'avais joué Jésus dans la crèche, mais c'était pas ouf. Et là, quand tu m'as vu, enfin quand tu as un gars comme moi qui n'a jamais fait de théâtre, en plus moi j'avais un accent très prononcé, je sais pas si on comprenait rien. Ah si, on comprenait rien. Ah ouais, on comprenait rien ce que je me disais, j'arrivais même pas à aligner deux mots sans qu'on se foute de ma gueule. Ouais, ça je m'en rappelle plus, mais ok. Et du coup, quand je suis venu devant toi, quand tu as un élève comme ça qui n'a jamais fait de théâtre, faut revoir les bases, on est d'accord. Et comment parce que moi, je me suis même pas vu avoir ce changement d'acting, quoi, parce que tu m'as quand même donné un texte rapidement, tu m'as donné le rôle principal, on avait fait Arthur Miller, tu t'en rappelles plus, tu t'en rappelles ou pas? Arthur Miller, les trois frères. Ok. Et du coup, tu m'avais donné ce texte-là, alors que j'avais pas les bases et on a commencé tu nous as donné les outils pour qu'on aille répéter. C'est pour ça que j'admire ça chez toi dans ta méthode pédagogique, parce que tu nous dis pas quoi faire. Non. Tu nous donnes des outils et d'aller tester chez nous. Et pour toi, quand tu as un élève comme ça devant toi qui n'a jamais fait de théâtre et que tu leur donnes des outils, surtout moi c'est des langues que je connaissais pas trop, comment tu t'es pris? Est-ce que tu t'es assis, tu t'es mis là, tu t'es dit bon on va débuter par là d'abord, après on va finir par là, ou... Ben, non, déjà il faut que je sache qui j'ai en face de moi. Je suis obligé de tester, de voir au niveau de l'élocution, de la culture, il faut que je vois. Donc je teste. Tu vois, je mets à l'épreuve. Quand je mets à l'épreuve, je vois qui j'ai affaire, où est-ce qu'il en est de ce travail, et après j'adapte les outils, le travail, les exercices en fonction. Est-ce que tu as une anecdote qui t'est arrivée, drôle, pas drôle, triste, pas triste, dans le cinéma ou le théâtre? Bah, c'est l'histoire que j'ai racontée au début. C'est ça qui t'a marqué? Ouais, franchement, ça le c'est plus, le truc. Ou alors j'en ai une autre, Ouais. bon un petit peu romancée, mais je vais la raconter quand même. Donc je tournais un film où je jouais un immigré qui venait d'Afghanistan, bref. Et le film, c'est que je devais rejoindre l'Angleterre par Zodiac en nageant dans la Manche, tu vois, je devais rejoindre un Zodiac, bref. Et donc l'histoire du film, c'est qu'il se planque dans une ferme à Cherbourg, et il se lie d'amitié avec une autre immigrée polonaise qui travaille dans la ferme, etc., qui me donne à manger, tout ça, etc., et qui m'aide à partir dans le Zodiac, tu vois. Bon. Et donc, avec la costumière, on cherche le costume du personnage,
Et on en trouve un, c'était une lourde veste en laine, machin, etc. J'ai dit, ah, ça c'est parfait, j'en parle avec le réalisateur, la costumière. Il me dit, ouais, ça c'est génial, très bien. Donc on a le costume. Et donc la scène de fin où je dois courir sur la plage de Cherbourg et plonger dans la mer pour rejoindre le Zodiac. Donc je fais ça, c'est un seul plan. Ouais. Pourquoi? Parce que si on devait retourner le plan, il fallait faire sécher la veste, Ouais. ça prenait du temps, donc on n'avait pas le temps, bref. Donc il y avait un plan, tu vois. Enfin pas un plan, mais un truc, enfin bref. Et donc je cours, il y avait la bagnole qui me suivait avec sa caméra, le caméraman, et je plonge dans l'eau, je commence à nager, et j'arrive, je coule. À cause du poids de la veste en laine et de l'eau. Je coule. Ouais. Et j'ai cru que j'allais mourir. Et J'ai cru que j'allais me noyer. Ah ouais. Vraiment, j'ai eu la peur de ma vie. Et comment ça s'est... Donc j'arrive à enlever veste la veste en laine, tu vois. Je remonte, et j'ai plus la force pour nager. rejoindre le Zodiac. Ouais. Donc je fais ça. Heureusement, le type avec son Zodiac capte le truc. Et il vient, voilà, comme ça. Et j'arrive à monter dans le Zodiac, tu vois. Et le plan à la fin, je sais pas si on peut retrouver le film. Où donc je monte dans le Zodiac et je fais ça de la main, tellement fatigué, et on voit la main comme ça, quoi. Voilà. Et je crois que j'ai eu la peur de ma vie, quoi. Ah ouais, c'est la fois où t'as failli mourir. Ouais. Ah, Ouais. d'accord. Ouais, franchement, c'est chaud. T'avais quel âge à peu près là à ce moment-là? T'étais jeune, Ouais, t'étais- non, je suis toujours jeune, hein. Ok. D'accord. D'accord. Non, quand je parlais de jeune, c'était jeune. Ouais. Non, dans la vingtaine. Ah ouais. Là, dans la vingtaine. Vingtaine, c'est jeune. Bah ouais. 46 ans, c'est encore plus jeune. C'est dans la tête. Ah, ça, c'est les vieux qui disent ça, généralement. Ok, bien joué. Très bien. Le racisme, pour toi, est-ce que tu l'as vécu dans le cinéma ou dans le théâtre d'une manière discrète ou... Alors, c'est-à-dire pendant que je bossais ou parce que on me faisait pas bosser? C'est-à-dire quand le fait de passer en casting et qu'on te doit arabe, on te dit ouais c'est parce que t'es ça, tu vas plus avoir ce rôle-là que plutôt d'avoir l'autre rôle. J'ai jamais vu. Toi t'as jamais vécu ça? Non. Vraiment, non. Et dans le cinéma, dans le théâtre, jamais? Non, Ok. non, vraiment pas. Et pour toi ça existe ça peut exister? Ça peut, tout est possible. Ok. Après, j'ai jamais vu, moi. Ok. Jamais vu. Ok. Après, il y a d'autres gens, j'ai des témoignages, on me dit oui, moi, ok, bah, ok. Moi, non. Non. Jamais. Ok. Bah, parfait. Et pour toi, quand entends ce genre de témoignage dans le cinéma, dans le théâtre, est-ce que pour toi, tu trouves que ça doit exister ou pas? Surtout en 2022. Ça doit exister? Est-ce que ça doit exister? Est-ce que tu vois que dans le théâtre, dans le cinéma, avec les progrès qu'on a eus, on a tout, voilà, Ouais. on a toujours les gens que jugent, par exemple, j'ai un pote à moi qui a passé un casting Ouais. et voulait passer pour l'acteur principal. Ouais. Il s'appelait Jean-Claude ou un truc comme ça. Et mon pote, il était noir. Noir, africain et tout. Et il y avait un deuxième rôle qui c'est Mamadou. Et dès qu'il s'est présenté, le directeur, c'est-à-dire dans le casting, on l'a tout de suite dit, ah, vous venez pour le rôle de Mamadou. Alors que lui, il était venu pour le rôle de genre le rôle principal, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je dis, en 2022, aujourd'hui, on a toujours... Pourquoi t'en penses quoi de ça? Moi, je crois, il y a un type qui veut faire un projet. Et son projet, c'est le black joue le black, le blanc joue le blanc. C'est son projet. Pourquoi on irait le faire chier? Il y a un autre, son projet, c'est le black va jouer le blanc va jouer le black, c'est son projet. Pourquoi on irait le faire chier? Tu vois? C'est comme si toi, tu fais une interview et quelqu'un te dit ce serait mieux si tu prends quelqu'un machin comme ça, alors que t'as pas envie. Ouais. Ton projet, c'est Parce pas que ça. je me vois pas faire c'est pas ça, ouais, je vois vois ce que tu veux dire. Laissons les gens tranquilles en fait.
laissons-les faire ce qu'ils ont envie de faire, point. Ok. Je veux un black pour jouer Mamadou. C'est mon projet. Est-ce que je peux le faire ou est-ce que je peux pas le faire? Si je peux pas le faire, comment ça se fait? On me dit que c'est un pays de droit. Donc si c'est un pays de droit, normalement je devrais pouvoir le faire et on m'autorise pas à le faire. Il y a un problème. Tu vois? On me dit il faut que tu prennes des femmes pour jouer des flics. Moi j'ai pas envie. Peu importe la raison. Peu importe la raison. C'est pas parce que j'aime pas les femmes, c'est que mon processus de création fait que je veux des mecs. Est-ce qu'on doit remettre en cause ça? Si on remet en cause le processus de création, on remet tout en cause alors. Et c'est pas toi qui fais le projet, c'est quelqu'un d'autre. Donc t'as qu'à le faire toi. C'est comme on te parle de la télé, sur TF1 par exemple, j'entends dire que ils prennent des quotas de noirs et d'arabes pour les placer. Ouais. Juste pour montrer qu'ils sont en train de bien faire. Oui. Si des gens acceptent, on peut rien faire. Mais est-ce que toi tu trouves ça normal que pour n'importe quel rôle, que ce soit pour par exemple si j'ai besoin d'avoir un criminel ou une femme, une dame de service ou un truc comme ça, ce sera toujours les mêmes Non, types ça de dépend du personnes? projet. Généralement dans le cinéma, surtout quand tu vas dans le cinéma, même dans le théâtre, quand on va prendre Le ce genre de terroriste, ça rôle, va être le rebeu, etc. Mais ce sont des faits, tu vois. Les mecs qui se font exploser, c'est pas des blancs chrétiens. Si, il y en a quelques-uns, hein, je suis désolé. En France, En France, je sais pas, mais t'entends dans le monde. dans d'autres pays, oui. Donc ça dépend de ce que tu veux raconter. Ok. Tu vois, si je veux raconter la tuerie, enfin l'explosion à Waco, c'était un blanc. Si je prends un noir, je peux le faire. Ça dépend de ton projet. C'est tout. Il n'y a pas à discuter le projet du mec. Tu vois, et si je veux prendre des terroristes blancs, je prends des terroristes blancs. Tu vois, personne ne doit dire ce que tu dois faire. Si je veux pas prendre de quotas, je prends pas de quotas. Si je veux prendre que des mecs, je prends que des mecs. Si je veux prendre que des meufs, je prends que des meufs. J'ai pas à plier devant les injonctions de qui que ce soit quand je crée. C'est comme si Picasso, il voulait prendre du rose, non, prends plutôt du marron. Il comprend pas, lui. C'est pareil pour un autre créateur, tu vois. Donc je vois. Voilà. Ok. Mais je veux dire, je vais pas venir te faire chier pour ton interview. Non, cette table noire, j'aime pas parce que c'est noir. Je veux que tu prennes du blanc et je veux que 50% soit blanc. D'ailleurs, il y a une femme, c'est très bien. Il y a un noir, très bien. Bon, bah là, c'est cool. Ça n'a pas de sens. D'accord? Non, ça n'a pas de sens, mais quand je vois aujourd'hui dans le théâtre, même dans le cinéma, par exemple, j'en parlais avec Julien. Ouais. Quand on va faire un film, par exemple, c'est toujours, par exemple, un film d'horreur. Ouais. L'horreur, c'est toujours le noir qui m'en premier. Par exemple, c'est bête, hein, mais c'est souvent ce que tu vois. Non. Ouais. Pour toi, c'est le gars, il voit ça, on n'en discute pas. Mais non, c'est son projet à lui. Tu comprends? Donc il faudrait une loi pour qu'on choisisse les gens avec qui on veut filmer. Je trouve que quand tu regardes la télé, quand tu regardes les séries, les films comme ça, tu vois plus souvent ce genre de truc-là. Parce que aujourd'hui, quand tu vois des gens qui ont réussi, automatiquement tu as besoin d'un idole, d'une image de te dire si aujourd'hui j'ai envie de devenir journaliste et je suis noir, Ouais. il n'y en a pas à la télé d'idoles à part celui de TF1 à Rosel Mac. Ouais. Et c'est ça, au fait chaque personne a besoin d'un idole pour pouvoir dire ah je veux être comme lui plus tard, je veux réussir ma vie comme lui. Ouais. Mais par contre si à chaque fois qu'on montre des gens, surtout des personnes de couleur, des noirs, des arabes, dans des films, dans des séries, et qu'ils soit c'est des terroristes, soit c'est des servantes, soit c'est des tueurs, soit c'est des... On n'a pas cette image de réussite. On n'en a pas. Ben, pour moi, c'est pour ça que je me... Éduquons les enfants
Donnons-leur une vraie éducation, une culture, et arrêtons de les abrutir avec la télé, plutôt que de mettre les anges de la télé-réalité, on est d'accord, mettons-les devant des lectures ou des spectacles culturellement pertinents. Tu vois, là, on donne de la thune au football. Tu vois, il y a combien de millions qui sont donnés au football? Combien de millions et de milliards qui sont donnés au football? D'accord? Donc on donne ça alors qu'il y a encore 9 millions de pauvres en France. Pourquoi pas prendre l'argent du football pour déjà donner ça aux pauvres? Pourquoi? Ensuite, tout le monde est prêt à payer 1 000 € en abonnement au PSG, d'accord, pour y aller. Les bibliothèques sont gratuites, il n'y a personne. C'est qu'il y a bien un truc qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est les pouvoirs publics qui doivent faire ça. Et si tu arranges tout ça, tu n'auras plus de problème de quotas, tu n'auras plus de problème de quoi que ce soit à la télé. Tu vois, si là les quotas, il faut qu'on mette des femmes, il faut qu'on mette des noirs, il faut qu'on mette des arabes, il faut qu'on mette, c'est juste des pansements sur ce qui se passe vraiment. C'est juste qu'on ne guérit pas. Non, on met des pansements. Donc on dit il faut plus de noirs. Il faut que le noir joue l'avocat. Parce qu'il va se sentir blessé, la communauté noire va se sentir blessée. Alors, si on fait ça, tout le monde va lever le doigt. Ouais, moi j'ai pas ça. Ah d'accord, il faut lui donner ça. Ouais, mais moi j'ai pas ça. Eh ben on va lui donner ça. Et donc, l'autorité, qui est l'État, va courir sans cesse et essayer de donner un petit bonbon à chacun. Est-ce que c'est ça qu'on attend d'une politique? Non. C'est la même règle pour tout le monde. Et toi, t'as pas de bonbons, même si je m'en fous de quitter. C'est pareil pour tout le monde. Tu vois? Ok, je vois. C'est tout. Bon, bah moi sur ce, je vais terminer, sur cette phrase, je vais terminer l'interview ici. J'espère que tu as passé un agréable moment. Super moment. Bah, parfait. Voilà, on Bon, peut parler comme on veut. Ah ouais, on est libre. Tu Exactement. vois ou pas? Ah ouais, On se sent bien. vraiment. Et je vous conseille ce restaurant qui est au 202 boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement. Le restaurant s'appelle les restaurants de Mascareignes. Venez, venez nombreux. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Pas de soucis. Tu là Ouais. Ça va être